Bienvenue dans cette deuxième partie de notre petit tour d'horizon de l'araignée sympa du quartier au cinéma. Et après la déclaration d'amour au film de Sam Raimi, on va tout de suite se calmer un peu parce qu'ici, c'est la fête du slip. Mais pas propre le slip. Bref, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux deux Amazing Spider-Man réalisés par Mark Webb, ainsi qu'à la version MCU du teaser. Et c'est pas génial. Enfin, ça va mal commencer, ça devrait s'améliorer sur la fin. Un peu. Ou pas. Putain les gars, je fais avec ce qu'on me donne aussi. Donc reprenons, Sam Raimi a été dégagé parce qu'il voulait livrer son quatrième opus en 2012, mais Sony voulait 2011. Du coup le reboot a débarqué en 2012. Vas-y, fous-toi bien de ma gueule, je t'en prie, mais passons. Le premier Amazing avait la lourde tâche de rebooter une saga 10 ans à peine après sa première mouture cinématographique et 5 ans après le dernier film en date. Du coup, comment faire neuf? Bah en ne le faisant pas, quoique, c'est dark. Tu sais, parce que ça a marché pour Christopher Nolan et ses Batman, donc on fait pareil, c'est dark. Ça veut rien dire, hein, mais c'est dark. Et on fait quoi de ce dark? Bah pas grand chose niveau storytelling, puisqu'on nous promet une untold story dans les trailers et sur les affiches, mais au final, qu'est-ce qu'on a dans ce film? Rien. Parce que tout a été coupé au montage, je déconne pas. Revoyez les trailers, puis regardez le film, il y a toute une storyline qui a été passée à la trappe. Alors limite, ça pourrait ne pas être trop grave, mais le problème, c'est que sur la première heure du film, bah, elle est là. Pas très présente, ni même intéressante, mais elle est là, en fond. Puis au milieu du bousin, Irfan Khan dégage et on n'en parle plus. Donc en fait, la Untold Story, c'est les parents de Peter. Et bah on s'en cogne en fait. Mais en même temps, ceux qui font le film aussi s'en cognent. Oncle Ben meurt, très bien. Peter va pourchasser son tueur pendant un moment avant d'abandonner. Littéralement, on le retrouve jamais, on n'en parle plus, tout le monde s'en cogne. Et c'est là que tout coince. Par exemple, lorsque Peter découvre ses pouvoirs, il attaque des gens dans le métro. Genre, mec, c'est des civils, laissez tranquille. Et après ça, il humilie Flash devant tout le monde au lycée. What the fuck? Alors, je parlais d'itération dans la partie précédente, et il va de soi qu'Andrew Garfield en est une. Mais là, en fait, on est dans la trahison pure et simple. C'est quoi ce Spider-Man arrogant? Tu penses que la mort d'Oncle Ben va changer quelque chose? Mais non, rien. C'est un petit con du début à la fin. Alors ouais, il fait plus de vannes que Maguire. Cool. Mais il sait pas utiliser étoiles, donc bon, niveau points, on a un gagnant par forfait. Je veux dire, les mecs se sont rendus compte que Raimi avait placé la barre si haut qu'ils ont dû trouver une alternative. Du coup, il n'y a aucune séquence de voltige digne de ce nom. Il n'y a que la dernière scène du film où le gars maîtrise enfin une de ses facultés de base, genre après 2h10 de film. Ah non, c'est vrai, il y a la séquence des grues. Les fans l'adorent cette scène parce que c'est les New-Yorkais qui aident Spidey dans son combat. Sur le papier, j'adhère, hein, je comprends la scène. Mais merde quoi, c'est Spider-Man. Le gars, il est supposé savoir se balancer avec ses toiles, même s'il en a qu'une. Mais non. Dans le même ordre d'idées, revoyez la séquence du pont dans le premier film de Raimi. Les New-Yorkais qui attaquent le bouffon, ça c'est grand. Parce que là, Spider-Man a besoin d'aide. Puis, pour Spider-Man lui-même, c'est un moment où il se rend compte de l'importance de ce qu'il fait, de l'espoir qu'il apporte aux gens. Tu t'en prends à Spider-Man, tu t'en prends à New York et la réplique. C'est pas anodin. Ici, ça rentre juste dans l'idée que l'intégralité du film est son origin story et qu'il mettra tout ce temps à apprendre à maîtriser ses pouvoirs, d'où son besoin d'aide. Mais bordel, si j'aime les origin story, j'aime aussi surtout que ce soit le premier tiers grand maximum du film. Parce que voir un super-héros dans toute sa splendeur est ce qu'on attend. C'est d'autant plus important lorsqu'il s'agit du quatrième film sur ce même héros et que son origin story fait partie avec Batman et Superman des plus connus. Raconter ça sur 2 heures, c'est pisser contre le sens du vent, la bouche grande ouverte. Et on va éviter de parler du lézard en CGI absolument dégueulasse parce que... bah c'est moche quoi. Le gars on dirait Koopa dans Super Mario Bros. Ce truc immonde était sorti en 1993 et c'était déjà honteux à l'époque. D'ailleurs la pseudo-relation créée entre Peter et Kurt Connors est ridicule et forcée au possible. En gros ici, c'est pas un hasard que Peter devienne Spider-Man, parce que son papa avait travaillé sur les araignées génétiquement modifiées, et on apprendra dans le deuxième film qu'il a utilisé son ADN, ce qui signifie que seul Peter ou son père pouvaient devenir Spider-Man. C'est ridicule. Mais on est tellement dans le grand n'importe quoi, je sais plus ce qui doit être mentionné ou non. Comme Peter et Flash qui deviennent amis à la fin. On sait pas pourquoi, hein, on sait pas comment, mais de toute façon tout le monde s'en fout, alors moi aussi. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est un bordel narratif, c'est presque hallucinant que le film ne parte pas autant en couille que le reboot des 4 Fantastiques. Au moins, on peut leur reconnaître ça. Parce que même l'aspect dramatique de la fin est raté. Peter fait la promesse de ne plus voir celle qu'il aime pour la protéger.
On se dit que peut-être le petit con arrogant va mourir et laisser sa place à un meilleur Peter Parker, mais pas vraiment car Gwen comprend qu'il a fait une promesse. Ça annihile déjà un peu de la dramaturgie, mais c'est encore pire quand 3 minutes plus tard, il lui dit clairement qu'il ne tiendra pas la promesse. C'est un branleur, et Andrew Garfield, qui est pourtant un acteur que j'aime beaucoup, le joue comme tel. Il est extrêmement mauvais dans le film. Enfin, les films, parce qu'il est même pire dans la suite. Donc ouais, on a un Spider-Man qui s'en prend plein la gueule, qui a des blessures super trop saignantes parce que c'est dark, mais c'est aussi de la merde qui a oublié de raconter un truc. Et ça me semble être, mine de rien, la partie la plus importante. Mais toutes les promesses d'une Untold Story est renvoyée vers sa suite, qui, mine de rien, fait table rase de tout. Fini le dark, même le costume moche, qui lui aussi était trop sombre, ça fait peur, c'est réaliste, est dégagé au profit d'une copie moins bien, évidemment, que celui de Sam Raimi. On essaie de nous niquer, je crois, et est-ce que ça marche? Ben étonnamment, sur celui-ci, Mark Webb parvient à faire illusion. L'espace de quelques minutes. Pas sur sa scène d'intro où il nous raconte la fameuse Untold Story promise dans le premier film, enfin on l'attend toujours, et sans aucun intérêt. Non, la première scène où Spider-Man apparaît se lançant à la poursuite d'un fourgon pourchassé par la police. L'espace d'une séquence de voltige, on se prend à y croire. Et si c'était bien? Malheureusement, l'illusion ne fait pas long feu, dès lors que Spidey se met à faire le guignol, ça ne fonctionne plus. Jusqu'à ce qu'on découvre que le thème de Spider-Man est sa propre sonnerie de portable, qu'il siffle ce même thème pour foutre son ennemi en slip au milieu de la rue. Ah, l'humour! Qu'il doit être bien d'avoir encore 5 ans dans sa tête pour apprécier ce genre de choses. Et à partir de là, plus rien ne va. Prenons les faits dans le désordre. Peter Parker est toujours un petit con arrogant. Il débarque à la remise de diplôme, roule un patin à sa copine, sur scène devant tout le monde, fait un high five à son prof et fait encore plus le guignol. Si quelqu'un peut m'expliquer où est Peter Parker là-dedans, je suis preneur car là je ne parviens pas à distinguer un centième de sa personnalité. Harry Osborn est intégré au récit. Il revient après avoir quitté New York il y a 8 ans. Va voir son père mourant, c'était bien la peine d'engager un acteur génial comme Chris Cooper pour 5 minutes à l'écran, et celui-ci apprend qu'il est également atteint de cette même maladie, et comme de bien entendu, dès le lendemain, les premiers symptômes font leur apparition. La logique! Max Dillon, futur Electro. Difficile de dire ce qu'ils ont voulu faire avec lui. Le jeu, et je le mets entre guillemets, de Jamie Foxx n'aidant pas non plus à la compréhension. Une caricature de geek, j'imagine. Après tout, ils ont fait de Peter Parker un hipster à la con, ça montre bien le respect qu'ils ont pour nous. Du coup, on se retrouve avec un personnage ridicule au possible, parfaitement crétin, qui se parle à lui-même, et qui vit dans sa petite bulle. Cela n'a pas de sens. Mais au point où l'on en est, on ne va pas trop leur en demander. Ce qu'on veut, c'est Electro après tout. En fait, je pourrais continuer de lister point par point chaque personnage ou intrigue, en pointant du doigt ce qui ne fonctionne pas, mais ça n'en finirait pas. D'ailleurs, il est intéressant de noter que chaque problème du film nous amène sur un autre problème. Je parlais d'humour tout à l'heure, le problème n'est pas que Spidey fasse des blagues, c'est ainsi dans les comics. Non, le problème c'est le niveau de l'humour. Ce qui devait être une simple punchline se transforme vite en pur moment de bouffonnerie grotesque. C'est juste lourd et forcé, donc désagréable. L'autre gros souci, c'est qu'on est venu voir un film de super-héros, mais qu'il n'y a aucune forme d'héroïsme. Le film dure quand même 2h20, alors oui, le film contient bien quelques séquences de voltige assez réjouissantes, ce qui nous change du premier, mais tout comme les séquences d'action, elles sont beaucoup trop courtes et gâchées par des ralentis mal sentis. Soyons clairs, la première apparition d'Electro arrive après plus de 50 minutes de film. Il n'y aura pas d'affrontement à proprement parler et le tout sera réglé très rapidement en voyant ainsi Electro dans une sorte de prison ou hôpital psychiatrique pendant 1 heure, suite à quoi il s'évadera dans une séquence hautement ridicule sponsorisée par les fabricants de taser. Arrivera alors l'affrontement final avec Spider-Man qui dure moins de 5 minutes pour voir arriver le bouffon vert pour même pas 3 minutes. Alors, déjà que ça fait très peu d'action, en plus de ça, on a droit à une publicité mensongère vendant l'alliance des ennemis de Spider-Man, mais ça n'arrive jamais car le Rhino, troisième méchant du film, n'arrivera que sur les 3 dernières minutes du film, sous forme de cliffhanger pour annoncer la suite, nous amenant ainsi sur le problème suivant. The Amazing Spider-Man 2 n'est pas pensé en tant que film, si tant est qu'il est pensé, mais en tant que franchise, et je ne parle même pas du fameux univers étendu qu'il voulait exploiter. Le but du film est d'amener sa suite, tout comme celui de son prédécesseur était d'introduire celui-ci. Derrière le marketing, il n'y a plus de cinéma sous aucune forme et cela se ressent à tous les niveaux. Prenons l'exemple des méchants, le lézard dans le précédent film et Electro dans celui-ci. Tous deux viennent du même endroit, à savoir Oscorp. Le bouffon vert sera mis de côté puisque pour le coup, il est logique qu'il soit apparenté à la firme. Mais les Sinister Six annoncés, eux aussi, viennent d'Oscorp. En clair, on a 8 ennemis de Spider-Man et tous ont les mêmes origines, sans compter que Spider-Man lui-même est le résultat des recherches d'Oscorp.
Et comme si ça ne suffisait pas, le personnage de Gwen Stacy travaille à Oscorp et The Amazing Spider-Man 2 introduit Felicia Hardy qui travaille chez Oscorp. Non seulement son personnage ne sert à rien dans le film, à part annoncer l'arrivée prochaine de la Chatte Noire j'imagine, sans quoi on est en plein hors sujet, mais elle n'a absolument rien à faire là. C'est la Chatte Noire, putain! Les mecs, ils ont une idée, ils s'y tiennent, ils veulent tout relier à Oscorp, mais ça ne sert à rien, et pire, ça n'a pas de sens. Ils ont un univers plus que vaste à explorer, mais ils n'en ont tellement rien à faire des comics qu'on en vient à se demander pourquoi ils font ces films. L'argent, je sais. Mark Webb a avoué à la télé, face à une caméra, qu'il ignorait pourquoi on l'avait appelé pour s'occuper du reboot, si ce n'est pour son nom pour la blague. Si c'est pas un aveu de renoncement, qu'est-ce que c'est? Pour résumer, tout ce qui ne va pas dans le film, c'est au final aussi simple que ça. Ce reboot fonctionne comme une sorte de renoncement absolu. Même concernant Electro, si Max Dillon ne faisait aucun sens, ils ont continué dans cette logique avec ses pouvoirs. Ils sont totalement aléatoires et il est impossible de les définir correctement. C'est quand même pas difficile de se tenir à un plan simple quand même, ceci n'est pas une référence à Sam Raimi. Et je n'évoque même pas la raison qui poussera Electro à passer dans le camp des méchants. Allez, si, c'est tellement risible. Il veut devenir l'ami de Spider-Man, mais Spidey l'a oublié parce qu'il n'a vu que 30 secondes après l'avoir sauvé quelques temps plus tôt. Et c'est ça qui est considéré comme un grand film de super-héros par malheureusement des adultes. À la limite, on pourrait sauver le film en se disant que Mark Webb veut s'intéresser à l'humain plus qu'au reste. Mais là aussi il échoue lamentablement. Il suffit de voir la manière dont Harry Osborn, futur bouffon vert, est introduit pour s'en convaincre. Dès le départ, son personnage est assez antipathique, donc le voir passer au statut de méchant ne crée aucun affect. Pire, on ne croit jamais en la relation Peter-Harry. Et ce, pour la raison très simple qu'ils n'ont que 3 scènes ensemble. Il ne suffit pas de faire dire à un personnage « c'est mon meilleur ami !» pour que le spectateur y croit, sans compter que si t'as pas parlé à un type depuis 10 ans, c'est tout sauf ton meilleur ami. Il faut développer cette relation pour ainsi, au moment du basculement, ressentir une quelconque émotion. Et ça, j'en parlerai dans la 3e partie. Chez Sam Raimi, le personnage d'Harry Osborn est développé sur 2 films avant de devenir le bouffon vert, et l'un de ces films est en partie centré sur ce basculement. Raimi crée une relation entre Peter et Harry, ils sont amis, ce ne sont pas que des mots prononcés pour donner un fait au spectateur, du coup les voir se déchirer crée une émotion, chose que ne peut pas réussir à faire Webb. Refaisons donc preuve de bonne foi, en revenant à nouveau sur Sam Raimi. Comme je le disais dans la première partie, je ne suis pas fan de Mary Jane dans sa trilogie. Je trouve que le personnage n'est pas des mieux écrits et j'ai même tendance par moments à la trouver carrément égoïste et de ce fait un peu antipathique pour pas mal de raisons. Bref, son personnage n'en reste pas moins utile et cohérent par rapport au récit, là où Gwen Stacy est un énorme point d'interrogation. Toute la relation construite sur les 2 premiers films de Raimi fait sens. Il est amoureux d'elle. Elle n'a Dieu que pour Spider-Man, puis après avoir appris à connaître Peter Parker, elle en tombe amoureuse. Et à lui de la rejeter parce que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est la base de Spider-Man et ça n'apparaît jamais dans le reboot. À la place, Peter oublie le meurtrier de son oncle et profite de ses pouvoirs pour draguer celle qu'il aime, lui révélant ainsi aussitôt qui il est. Et lorsque l'on pourrait enfin tutoyer le drame, à savoir la promesse faite au père de Gwen avant qu'il ne meure, Webb balaye ça d'un revers de la main pas moins de 5 minutes plus tard. Les rares choses que Mark Webb parvient à construire, il les démolit aussitôt pour mieux les ramener sur le film suivant. Mais encore une fois, tout ça est très mal fichu. Exemple concret avec Dennis Leary, Captain Stacy, père de Gwen, qui revient ici sous forme fantomatique pour rappeler la fameuse promesse non tenue de Peter. En fait, ces apparitions sont symptomatiques de ce qui ne va pas dans le film, puisqu'elles ne font que confirmer, après 10 minutes à peine, la manière dont celui-ci se conclura, et que tout lecteur de comics avait déjà grillé dès le tournage du film. Et comme si ça ne suffisait pas, Stacy Senior nous rejoue le Obi-Wan du pauvre sur la toute fin du film pour bien souligner ce qui va se passer. À force d'appuyer le trait, il est impossible de créer la surprise, même si cette fameuse scène reste la meilleure du film. Peut-être parce que justement je l'attendais au tournant et que le fait de voir Andrew Garfield arrêter de jouer les tocards tête à claque m'a enfin permis de commencer à apprécier la chose. Malheureusement, encore une fois, Webb foire tout. Le seul moment d'émotion du film est totalement annihilé par ce qui suit, puisque tout est mis en place dans l'unique but d'annoncer la suite. Le truc le plus frappant dans ce reboot, c'est que Webb construit pas mal de séquences comme s'il faisait une nouvelle comédie romantique indé et qu'il est obligé de broder autour avec cette histoire de super-héros. Donc la vraie question qu'on se pose à la vision de ces 2 effroyables Amazing Spider-Man, qui n'ont d'Amazing que le titre, c'est pourquoi avoir fait faux bond à la Fox pour venir faire ça. 500 Days of Summer, loin d'être génial ou recommandable, s'avère regardable, voire même sympathique par instant. Ici, Webb se pose en yes man qui se contente de raconter les conneries imposées par Avi Arad et les
autres. Rappelons quand même que la moitié de ce qu'on pouvait voir dans les trailers du premier film n'était pas dans le film en question, la fameuse Untold Story comme je le disais. Et que ce coup-ci, en plus d'une scène coupée à la toute fin du film où le père de Peter revenait, et je déconne pas, Mary Jane était également intégrée au scénario, et ils ont tourné ces scènes pour au final tout couper au montage et virer l'actrice pour en prendre une autre dans le prochain film. Ça montre quand même bien le degré de respect qu'ils ont pour ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas des films construits ça, les mecs ne savaient clairement pas ce qu'ils faisaient, où ils allaient et comment ils allaient y aller. Ils fonçaient tête baissée contre un mur en souriant comme des gogoles, c'est hallucinant à voir. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est qu'on pouvait encore réparer les pots cassés. Toi aussi introduis ton expression de grand-mère dans tes critiques. Il aurait suffi d'utiliser la mort de Gwen pour redéfinir le personnage de Peter et se débarrasser du gros con arrogant qu'ils ont dépeint et en faire le vrai Peter Parker du comics. Car trahir l'histoire c'est une chose, trahir l'esprit en est une autre. Une idée simple, même évidente, mais qui n'aurait certainement pas été utilisée. C'est tellement mieux de brasser du vide pendant 2 heures et de foutre des ralentis pour faire super cool plutôt que de travailler un minimum ses personnages. Même la séquence où Peter abandonne Spider-Man ne marche pas. C'est un montage à la con de quelques minutes pour nous montrer qu'il est tout triste, puis pour clore le film il revient. Sam Raimi lui a passé une demi-heure au milieu de son film avec cette même idée. Elle avait du sens car elle avait un impact sur le personnage. Là, c'est du rien. Le pire, c'est qu'il y a des trucs que j'aime vraiment dans ce film. C'est une scène très courte, mais Spidey qui va aider un gamin qui se fait emmerder par des connards de sa classe puis le ramène chez lui, j'adore. C'est dans l'esprit. Et comme je le disais, l'ouverture du film a de chouettes moments. Et je sais que ça ne sera rien de plus qu'un détail pour beaucoup, mais la manière dont le costume se plie et autres sur le corps de Peter, tu sens que t'as vraiment un gars qui le porte. C'est le problème du Spider-Man du MCU. T'as beau avoir Tom Holland qui a shooté ces scènes, souvent, trop souvent, il y a une couche de CGI qui repasse dessus et ça se voit entre les trailers et le résultat final. Ils te foutent du CGI partout, Marvel, ils sont tarés. Bref, il aurait fallu un miracle pour sauver The Amazing Spider-Man 3, déjà annoncé avant la sortie du deuxième volet. D'ailleurs, même le quatrième avait sa date de sortie balancée en fanfare par nos amis de chez Sony, et le miracle, on l'a eu. On appelle ça un deuxième reboot. Putain, si c'est pas un aveu d'échec absolu, j'y comprends plus rien. Du coup, Disney qui rachète tout n'a pas pour autant racheté Sony, mais ils ont fait un deal pour que Spidey puisse rejoindre la petite bande des Avengers dans le MCU. Et même si on savait pertinemment que ça n'atteindrait jamais les sommets comme avait pu le faire Sam Raimi, et surtout qu'on aurait droit à un nouveau Yes Man servile à la réal, on était également certain que ça n'atteindrait plus les gouffres d'indigence comme Mark Webb nous l'a fait subir. Quoique... Soit, Tom Holland, alors âgé de 19 ans, est casté dans le rôle de Spider-Man et devient le plus jeune interprète du tisseur à ce jour. Il y incarne un Peter Parker de 15 ans, ce qui va permettre au film de s'intéresser justement à cette partie de la vie du héros. Mais d'abord, il fait sa première apparition dans l'excellent Captain America Civil War. Une apparition somme toute assez courte, mais franchement mémorable. Déjà, sa courte introduction, en tant que Peter Parker laisse entrevoir un lourd passif. On imagine évidemment que c'est son oncle Ben. Je veux dire, c'est Spider-Man, c'est un peu l'évidence. Et ensuite, il rejoint toute la petite bande pour une séquence de baston, ma foi, fort sympathique. On y retrouve le bonheur que c'est de lire une BD Spider-Man. Tom Holland est absolument fantastique dans le rôle. Si évidemment on n'atteint jamais ce que nous appellerons le niveau Raimi, sa participation au combat, ses interactions avec les autres personnages, les vannes, tout est au rendez-vous et c'est foutrement jouissif. Faut dire que sur les deux Captain America, les frères Russo ont fait quelques miracles puisqu'il s'agit des deux meilleurs films du MCU. Il était donc logique que le travail sur Spider-Man soit au niveau. Et après ça arrive le film solo et son titre de merde Spider-Man Homecoming. Et d'un coup on sent que les Russo ne sont plus là. On a John Watts à la barre, l'énième réalisateur Yes Man donc. Et là ça va commencer à être compliqué. Donc je pose déjà une question sur laquelle on reviendra plus tard. Peut-on ou doit-on se contenter de ce qu'on nous donne ? A l'époque, je suis ressorti du film assez satisfait. Le truc, c'est qu'avant ça, on s'était farci les Amazing. Du coup, voir quelque chose de correct, bah au final, c'était bien. Sauf que depuis, on a eu le jeu PS4 et Spider-Man Into the Spider-Verse. Et en plus d'être des chefs-d'œuvre, ils ont prouvé que faire du grand Spider-Man sans être dans l'ombre de Raimi, c'est faisable. Du coup, c'est un peu plus compliqué de s'enthousiasmer sur quelque chose de correct. J'apprécie toujours le film, mais déjà que je le trouvais un peu vide, c'est pire maintenant. En fait, la quasi-globalité de ce qui me plaisait a été impactée. Par exemple, j'adore l'idée de ne pas placer Spidey en plein Manhattan, ce qui fait qu'il ne peut pas utiliser ses toiles pour se balancer comme on en a l'image. Et puis ça évite la comparaison avec les films de Sam Raimi, et surtout, contrairement au premier Amazing Spider-Man, ça a du sens et c'est logique.
Mais est-ce qu'au final, c'était pas juste un cache-misère, tout simplement parce qu'ils sont incapables de construire une scène de voltige qui en met plein la vue? Réponse au prochain film. N'empêche, voir Peter conduire une voiture en s'aidant de ses toiles, on aura beau dire ce qu'on veut, perso, ça m'amuse toujours autant. Mais bon, je vais essayer de structurer ce que j'ai à dire. Déjà, j'aime toujours Tom Holland. Il fait vraiment ado, normal, il en a presque l'âge, mais il est mal servi. La légèreté voulue du film, en gros c'est un teen movie avant d'être un film de super-héros, fait disparaître tout ce que l'introduction de Civil War nous avait apporté en si peu de temps. Il y a à peine un petit bout de dialogue pour faire comprendre que Ben Parker est mort et c'est tout. Pas de nom, rien. Il n'y a aucun trauma là-dessus, que ce soit du côté de Peter ou de May. Tout est reporté sur une nouvelle figure paternelle, Tony Stark. Et c'est foireux. Déjà parce que ce Spider-Man-ci, contrairement à celui de Raimi, on lui a tout donné. Il a un costume high-tech et un pote relou. Et quand il est vraiment dans la merde, il y a Iron Man qui vient l'aider à 2 reprises. Dans l'idée d'un univers partagé, ça ne me dérange pas, mais ça impacte les capacités du personnage à s'en sortir seul. Certes, il le fera plus tard, mais merde, un mentor, c'est pas un mec qui fait tout pour toi. Demandez à Daniel San si Maître Miyagi le suivait à la trace, il vous dira que non. Et ouais, moi aussi je peux citer des films des années 80 pour avoir l'air cool. Bref, c'est une bonne idée de ne pas nous refaire les origines car on les connaît par cœur. Mais j'aurais aimé voir un Spider-Man qui apprend à se débrouiller seul, vraiment seul, parce que je trouve génial de voir Peter sortir du lycée tout excité pour enfiler son costume et combattre le crime. L'entrain du personnage, son côté j'ai rien à faire mais je vais quand même le faire, est super touchant et amusant. Et pour contrebalancer ça, on a une scène à la fin du film où il se prend un bout d'immeuble sur la gueule et il chiale. C'est un rappel bien vu et bien senti, c'est juste un ado. Même s'il a des super pouvoirs, il reste un ado. Et c'est ce genre de scène qui me font réévaluer le film à la hausse. Malheureusement, c'est trop rare. Je veux dire, ce film a 6 scénaristes et il n'y a quasiment aucun enjeu. Alors ouais, Michael Keaton est excellent et incarne un des très rares bons méchants du MCU dont les motivations sont logiques et compréhensibles. Il est, avec le choix de Tom Holland dans le rôle titre, un des meilleurs éléments du film. Mais à côté, on a du petit teen movie inoffensif qui cite John Hughes sans jamais en avoir le génie. Ou alors il visait Maman j'ai raté l'avion et pas Breakfast Club ou Ferris Bueller. Ce qui est idiot puisque ces films sont plus profonds que la majorité des Marvel. Un exemple du problème d'écriture du film. Spider-Man décide de s'attaquer au vautour malgré le fait que son père, Iron Man pardon, lui dise de ne pas s'en approcher. Après ça, il se fait sermonner puis Stark lui reprend son costume high-tech. Conclusion, Peter refait exactement la même chose sans la technologie mais avec son costume pourri. Et cette fois ça marche, il parvient à vaincre le vautour. Et Stark le félicite en lui disant qu'il a compris la leçon. Mais de quelle leçon parle-t-on? Il a refait exactement la même chose qu'auparavant. Donc ouais, je continue de trouver le film vraiment sympa, le côté teen movie marche assez bien, après tout les 6 scénaristes ils viennent tous de la comédie, ce qui est un problème en soi et explique le manque de dramaturgie du film. Le vautour est vraiment réussi, même si à côté ils ont foiré le choqueur dans les grandes largeurs en faisant un usage de merde du personnage. Et puis voir Spider-Man évoluer dans un cercle plus large que celui des précédents films ont fait, c'est vraiment chouette. Ici le lycée n'est pas juste un bout de film vite fait parce qu'il faut le voir, on voit vraiment Peter partager sa vie entre les deux. Mais ça manque de dramaturgie, d'impact et de sens des responsabilités. C'est un film léger comme j'ai dit, et Peter n'est jamais tiraillé entre ces deux identités. À la place, son meilleur ami le gris, et lui vient donc en aide. En plus de Stark et de toutes les facilités que cela procure. Et c'est malheureusement là que le film coince. C'est sympa, mais est-ce vraiment suffisant? Bon, avant de s'attaquer à Spider-Man Far From Home, putain, cette franchise n'aura droit qu'à des titres de merde. Petit tour rapide sur les 2 apparitions de Spidey aux côtés des Avengers dans Infinity War et Endgame. Si dans le premier volet du diptyque, Spidey est assez présent, il y a quand même pas grand chose à raconter puisque le film lui-même ne raconte rien, donc Spidey va dans l'espace et combat Thanos. On va zapper tout aussi vite Endgame puisqu'il n'apparaîtra que pour la grosse baston finale et pleurer à l'enterrement de Tony Stark. Voilà, on peut passer à Far From Home qui se déroule quelques mois après les événements de Endgame. Pour rappel, nous sommes désormais en 2023 puisqu'il y a eu un saut dans le temps de 5 ans, mais il ne sera fait aucune mention de ça. La moitié des habitants de la Terre ont disparu pendant 5 ans pour revenir tels quels, comme si seulement une seconde s'était passée. C'est chaud, ça peut mettre en place pas mal de choses intéressantes, mais en fait non, tout va bien car toute la classe a fait pareil, ainsi que sa tante May. Du coup zéro trauma, rien nada que dalle. La coïncidence est merveilleuse. Cette impression que Marvel se refuse à toute idée de dramaturgie est hallucinante. Il y avait moyen de faire quelque chose avec ça, mais non. Comme ça on est tranquille, on fait juste 1 ou 2 vannes débiles sur le sujet et on passe à autre chose. En résulte un film qui va dans son entièreté coller à cette idée. C'est plat, sans envergure et dépourvu de toute force dramaturgique. Ou si peu. Bon, pour être honnête, ça va être un peu compliqué puisque je ne l'ai vu qu'une fois et qu'en sachant où je mets les pieds, la seconde vision aidera peut-être à réévaluer le film à la hausse. Et puis surtout le voir en VO car là je n'ai pu le voir qu'en VF et il est possible que les dialogues, l'humour et toute forme d'interaction entre les personnages passent mieux. Après tout, le film se repose plus sur la comédie qu'autre chose. Mais, il n'empêche qu'en l'état, bordel, il y a 2 types de films pour moi, les bons et les pas bons.
avec évidemment certains degrés de différence, mais j'aime ou j'aime pas un film, même s'il a des défauts. Mais là, je sais pas. J'ai le cul entre deux chaises, entre moments de gêne absolu dans la salle et séquences sans envergure, mais sympa. La première heure du film est pas loin d'être catastrophique. Heureusement, il y a des petits bouts d'action qui viennent nous réveiller, parce que ce projet teen movie en mode rom-com dans les clichés de villes européennes, c'est juste pas possible. D'ailleurs, écoutez la BO de Michael Giacchino. Sur la première demi-heure du film, il y a quasiment rien. Le mec s'est contenté d'illustrer et ne l'a même pas foutu sur le disque. T'as de l'action ou 2-3 petites scènes par-ci par-là et c'est tout. Parce que c'est ce que le film inspire, rien. Et j'en profite pour dire que j'adore le thème principal, très éloigné de celui de du Spidey de Raimi, composé par Danny Elfman. Mais revenons au sujet. J'aimais bien qu'on s'intéresse au fait que Parker soit un ado dans le précédent, mais ici on s'en cogne en fait. C'est juste un mec en rut, il a envie de baiser, c'est tout. Et Ned, son pote relou, est encore plus relou. On voit une scène dans le trailer avant le voyage où Spidey continue de combattre le crime et vanne les flics. Elle a été coupée. Dommage parce qu'elle avait l'air sympa, mais elle semblait au niveau du ton être dans la lignée de Homecoming, à savoir Peter qui adore enfiler son costume, balancer des vannes, etc. Et je comprends qu'elle a été coupée puisque le reste du film ne va jamais dans ce sens. Il n'y a pas de suivi, il n'y en a aucun. Au-delà du fait que l'intelligence artificielle de son costume a complètement disparu, ici, dès qu'il part en voyage, il en a plus rien à foutre du reste. Alors on pourrait me dire qu'il veut profiter de ses vacances, etc., etc. Mais la phrase la plus importante de l'histoire de Spidey n'est-elle pas « de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ». Spider-Man, aussi loin de chez lui puisse-t-il être, ne peut pas détourner son attention d'une quelconque situation. Alors là on me dira que c'est parce que Mysterio est là et peut s'en occuper, mais pareil, ça ne fonctionne pas. Mais en fait la raison est simple. C'est pour détourner le truc en comédie, puisque Peter se casse, mais Nick Fury détourne son voyage scolaire pour l'emmener là où il veut. Et les gens dans la salle sont morts de rire, alors même que je meurs de honte. C'est vraiment con, parce qu'il y a des trucs bien dans cette première heure. J'adore la manière, durant la première séquence d'action, dont Spidey fait son maximum pour empêcher des immeubles de se casser la gueule. J'aime la manière dont il se déplace, ainsi que l'utilisation de la toile et ce genre de détails. Même s'il le fait sans costume, en mode YOLO, mais on y reviendra plus tard. J'aime aussi énormément les scènes entre Peter et Mysterio. Elles sont vraiment bien. En fait, quand le film se pose et se prend un peu plus au sérieux, ça lui fait du bien. Mais ça ne dure jamais très longtemps, comme Fury remplaçant Stark dans la figure paternelle autoritaire, mais sans pincette ni appréciation ici. D'ailleurs, même mort, l'ombre de Stark plane, c'est clairement lui qui remplace le trauma de l'oncle Ben. Et... bah c'est nul. Mais je crois que le plus nul dans le film, c'est le duo comique infernal Martin Starr J.B. Smoove. Il n'y a pas un moment où ils ferment leur gueule, c'est tout le temps dans le mouvement pour faire croire qu'il se passe quelque chose et c'est insupportable. Je trouvais le perso de Martin Starr bien dosé dans Homecoming, mais là ça en fait des caisses et l'ajout de J.B. Smoove, que je n'ai jamais vraiment supporté, ça rend la chose pire. Et c'est comme ça, jusqu'à la fin. Et pendant ce temps, faut attendre quasiment 1 heure pour que le film commence enfin à être un minimum appréciable. Après une scène bien naze où Mysterio se révèle être le méchant. Alors désolé pour les trois du fond qui se prétendent fans de Marvel mais ne connaissent Marvel qu'à travers les films, mais oui, depuis toujours Mysterio est un méchant. Et là c'est pathétique, parce qu'avant le perso était réussi. Puis tu tombes dans une séquence typique de film Marvel, puisque c'est raté. Le gars devient caricatural au possible l'espace d'une scène qui détruit le personnage. Le mec surjoue, il en fait des tonnes et ses motivations. Putain quoi. Il est juste fâché d'avoir été viré par Tony Stark après s'être fait piquer son invention. Putain de merde, pourquoi vous faites ça? En plus la scène dure 3 plombs où le gars explique tout son plan étape par étape, alors même que ceux à qui il parle le savent, puisqu'ils bossent avec lui. Je déteste ce genre de scène surexplicative, et en prime, ça veut dire que le film s'est permis de gâcher les élémentaux pour un grand rien, puisqu'ils ne sont rien de plus qu'une illusion créée par Mysterio. Merci, mais non merci. Bref, comme je le disais, c'est à partir de là que ça devient intéressant, tout en étant en même temps le cœur du problème. On arrive sur LA scène du film, la meilleure, clairement. C'est une scène d'illusion où Mysterio combat Spider-Man. Si vous voulez vous faire une idée et que vous avez joué au Batman Arkham, pensez aux séquences de l'épouvantail. Mais en mieux, ouais, je le dis et je le pense. Elle est quasi intégralement numérique. Du coup, on a l'impression que quelqu'un d'autre l'a fait et les gars de chez Marvel ont aimé, ils ont intégré. Parce que c'est excellent, mais genre vraiment. Et fondamentalement, bah, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque c'est une boîte d'effets spéciaux qui s'en est occupée. Et au-delà du fait qu'on réalise que les scénaristes et réalisateurs du film ont fait un moins bon boulot sur le reste, ce qui est problématique à mort, on réalise surtout à quel point ce film est une occasion manquée. Grâce au maître des illusions, il pouvait tout se permettre, mais jamais il n'assume le plein potentiel du personnage, et c'est une habitude gênante chez Marvel. Des séquences comme ça, il en fallait plus. Il n'y en a qu'une. Réussi, c'est sûr, mais merde quoi. On est en droit de s'attendre à mieux. C'est un peu comme Doctor Strange, où le film n'a pas non plus profité à fond de ses possibilités.
Mais là, on dévie totalement du sujet. Quoique, pas tellement en fait. Parce que c'est pas vraiment un film Spider-Man. C'est un énième Marvel. C'est la suite d'Avengers plus que de Homecoming. Et c'est à nouveau là que ça coince. Donc après ça suit sans trop de déplaisir, la deuxième heure est bien meilleure puisque plus concentré sur l'action, c'est filmé sans génie c'est certain, mais il y a suffisamment de trucs sympas pour que ça fasse illusion. En fait l'action est filmée comme les lieux visités durant le petit tour d'Europe. On y va, on regarde vite fait et on passe à autre chose. Ce tour d'Europe c'est la preuve que les mecs ne savent pas ce qu'ils font puisque ça n'a fondamentalement aucun impact sur l'histoire. Mais vraiment, Peter se barre du groupe comme si de rien n'était et tout le monde s'en branle, il s'en sort à chaque fois le plus tranquillement du monde. Ah si, il y a un perso, un seul, dans le film, qui pointe du doigt la bizarrerie du comportement de Peter. Et en gros, on lui demande de bien vouloir fermer sa gueule. C'est fou. Évidemment, là, ça, elle est morte de rire. Putain, mais où on est là? C'est tout ce qu'il vous faut? Vraiment? Je sais très bien qu'on va me reprocher de faire la comparaison non-stop avec les films de Raimi, et je suis moi-même contre ça. Si vous vous souvenez de ma review de Homecoming à sa sortie, j'avais appelé ceux qui chiaient sur tout ce qui n'est pas signé Sam Raimi les putes à Raimi. Et je le maintiens. Parce que nier qu'il existe des choses intéressantes hors des films de Raimi prouve une mauvaise foi absolue. Mais le truc, c'est que notre ami Kevin Feige a écouté les fans. Ouais, ils ont ramené J.K. Simmons dans le rôle de J. Jonah Jameson pour un petit caméo à la fin. Et ce caméo joue contre le film, puisque là, plus aucune hésitation possible. C'est la foire aux comparaisons. C'était jouer avec le feu et ils se sont brûlés. Le problème le plus concret est ce qu'ils font de l'identité secrète de Spider-Man. Chez Raimi, c'est un fardeau qu'il doit porter. Dans le MCU, dès le premier film, t'as son meilleur pote et sa tante qui le découvrent, c'est déjà trop. Mais ensuite, dans Avengers, c'est limite à tout le monde qui le révèle de lui-même, sans se soucier de rien. Les Gardiens de la Galaxie par exemple, la seule chose qu'il sait est qu'ils ne sont pas avec Thanos. Ils pourraient quand même être des ennemis, mais non. Il montre son visage, on s'en fout. Ici c'est au tour de MJ de le découvrir en partie par elle-même, mais le gars fait pas trop d'efforts pour sauver la situation. Mais quand bien même il ne s'agit pas des personnages, mais de l'écriture, ses proches, tous sans exception, connaissent son identité secrète. Il ne peut donc pas être un héros torturé, il n'a jamais le poids du monde sur les épaules, car il n'est jamais seul, toujours aidé. Par Stark, Fury, Happy, etc. etc. C'est un immense problème qui nous ramène à la fin du premier Iron Man où celui-ci révélait de lui-même son identité au monde. Et au final, combien de membres des Avengers ont une identité secrète? J'ai l'impression que tout le monde est au courant de tout. C'est hallucinant et franchement dommageable pour la caractérisation des personnages, surtout Spidey. Mais bon, du film, je ne jette pas tout parce qu'il y a des trucs bien, par exemple, mais là j'ignore si c'est couillu ou juste du foutage de gueule de la part de Marvel, mais dans le doute, je préfère prendre la première option. Car même si au final ça ne pisse pas loin, Mysterio est une critique du blockbuster actuel. J'ai halluciné à plusieurs de ses répliques. J'aime aussi la manière dont la relation entre Peter et Happy a évolué suite à la mort de Stark. Le petit regard que Happy lance à Peter dans le jet quand il fabrique son costume, il est ultra parlant. Mais voilà, derrière on doit se farcir une romance Happy Tante May, et Peter devient Tony Stark Jr. avec sa technologie, au lieu d'être le petit gars du Queens qui est super débrouillard et fait tout seul. On revient sur l'absence de difficulté, parce que c'est un truc que j'aimais bien dans les Amazing, et qui pour le coup n'était pas dans les Raimi du haut toile organique, c'était de voir Peter dans sa cave fabriquer ses toiles. Là on l'a une fois dans Homecoming puis c'est tout. À la place c'est du high-tech et ça confirme qu'on n'est pas vraiment en train d'assister à un film Spider-Man et c'est désolant. Puis on a une scène de voltige, une seule. Alors elle est très sympa, bien que Watts ne fasse pas vraiment de miracle, mais on a des idées intéressantes à défaut d'avoir une mise en scène de qualité. Après, faut dire que je l'attendais tellement plus, parce que oui, hein, c'est la dernière scène du film, il faut attendre 2 heures pour voir ça, et c'est fini. Ou bien non, on est chez Marvel, il y a une scène post-générique, et c'est la vraie fin du film, puisqu'elle a lieu 30 secondes après la fin du film pré-générique de fin. Vous suivez, ça va ? Bref, j'ai lu que ce film était le meilleur film du MCU et un bien meilleur Spider-Man que ceux de Raimi à cause de ce Stinger. Et c'est là qu'on voit ô combien il y a un problème avec le public actuel. Flash News, une vidéo de Mysterio révèle que Spider-Man est le responsable des événements qui se sont déroulés durant le film et qu'il est son meurtrier. Spider-Man est donc le bad guy. Bon, soit, Spider-Man a déjà été à plusieurs reprises vu comme une vermine, et ici, le gars a tellement d'aide, dont Nick Fury, je vois pas comment la vérité ne va pas éclater très rapidement, mais passons. Deuxième info, Mysterio révèle au monde l'identité de Spider-Man. Et là, le public est choqué, il crie au génie. Mais cette fin, sauf si le prochain film se déroule 5 minutes après celui-ci, est nulle et non avenue. Parce que toutes les retombées de cette révélation se feront hors champ, exactement lorsque Tante May découvre que son neveu est Spider-Man dans le précédent film. Donc, quelle est l'utilité de ce type de révélation? Branler le spectateur. Et ça marche.
C'est tout le problème de la vacuité de ce cliffhanger, ainsi que de l'univers Marvel en général. Prenons l'exemple de Hulk dans Infinity War. Il ne veut plus se montrer après sa défaite contre Thanos. Ça paraît évident que les deux sont liés, sauf que les réalisateurs expliquent en interview que la raison est qu'il en a marre de jouer les héros quand on a besoin de lui, et qu'il ne veut plus répondre à l'appel. Soit quelque chose que personne n'a ressenti pendant le film. On se dit que ce sera traité dans le prochain film, et arrive alors Endgame où tout s'est passé durant une ellipse. Quand on quitte Bruce Banner, il est en conflit avec Hulk, lorsqu'on le retrouve, Professeur Hulk est là. Et c'est à la fois minable et pathétique. Pareil pour Tante May qui est sous le choc en voyant Peter en costume. La scène suivante qui réunira les deux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est pour ça que cette fin m'emmerde, parce qu'à moins d'une grosse surprise, elle n'aura pas de véritable impact. Après tout, quasiment tout le monde, en tout cas au niveau des proches de Peter, connaît son identité. Et prouver son innocence sera facile. Et ça m'emmerde de ne plus être devant des films et devant un épisode au milieu d'une longue saison. De nos jours, Hollywood, à part à de rares occasions, ne sait plus construire un blockbuster. Et quand il y arrive, étrangement, une grande partie du public lui tombe dessus, ou bien ça ne marche pas. Alors je repose ma question. Peut-on ou doit-on se contenter de ce qu'on nous donne sans en demander plus? Je pense qu'on mérite mieux. Si j'ai été très indulgent envers Homecoming, c'est parce qu'il suivait deux Amazing tout nazes, et bien qu'imparfait, il avait malgré tout des qualités. Ici, Far From Home débarque sur 10 mois à peine derrière le jeu PS4 et le Spider-Verse. Et je ne peux donc pas être indulgent. Ces deux œuvres ont prouvé ô combien on pouvait encore faire de belles choses avec le tisseur. Ici, on est face à un film qui ne raconte rien. C'est au mieux sympa, au pire oubliable. Et tout le monde semble s'en foutre. En sortant de la salle, un type disait avoir aimé parce qu'il avait bien ri. Alors peut-on ou doit-on se contenter de ce qu'on nous donne? Je pense que non. Je pense qu'on mérite mieux. Mais visiblement, nous sommes une minorité à penser ainsi.